Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps depuis la dernière vidéo. Entre temps, il y a eu la période des examens, tout ça, mais bon, c'est du passé. Aujourd'hui, je vais vous présenter 11 mangas et animés qui pourraient vous intéresser. Vous ne savez pas quoi lire ou regarder, et bien cette vidéo est là pour vous. Avant de commencer, j'aimerais remercier toute l'équipe de Scantrad qui a traduit des milliers de chapitres pour les fans comme nous pendant des années. Et au moment où je vous parle, en fait, le site va bientôt fermer. Donc si un des organisateurs passe par là, merci pour votre travail et je vous souhaite plein de réussite dans vos futurs projets. Concernant la vidéo, je vous préviens que les mangas seront classés par mon ordre de préférence, en finissant par mon préféré. Donc ce classement est finalement totalement objectif. Non, évidemment, ça ne reste que mon humble avis, et libre à vous de défendre le vôtre en commentaire. Sur ce, commençons les choses sérieuses. On commence avec Rurouni Kenshin, aussi appelé Kenshin le Vagabond. Kenshin le Vagabond est un manga écrit entre 1994 et 1999 par Nobuhiro Watsuki, et qui raconte l'histoire d'un ancien assassin voulant changer de vie sous la nouvelle ère Meiji et se repentir de ses crimes passés. Ce pourquoi j'apprécie ce manga, c'est le contexte historique qui se cache derrière le scénario. En effet, on est ici en 1878, au tout début de l'ère Meiji au Japon. 10 ans plus tôt, le pays est sorti de l'ère Edo, l'époque d'une société nippone féodale renfermée sur elle-même par ordre du shogun, qui est à l'époque le chef militaire qui détient vraiment le pouvoir. Et donc c'est une société axée sur les traditions et sur une hiérarchie sociale bien définie. Or, après une violente guerre civile, où le personnage principal a joué un rôle primordial, l'empereur a renversé le shogun, et le pays s'est brusquement modernisé sur le modèle occidental, et il s'est ouvert à l'étranger, ce qui a provoqué des changements significatifs avec la montée en puissance de commerçants, tandis que les samouraïs, classe guerrière autrefois très influente, sont petit à petit mis de côté. Ce changement est très bien illustré par les personnages que Kenshin rencontre au cours de ses péripéties. Ils font souvent partie de l'ancienne génération, comme lui, et ils apportent chacun, par leur vécu, une vision différente de ce bouleversement. Autre fait intéressant, Kenshin s'est juré de ne plus tuer personne. La lame de son katana est d'ailleurs inversée, c'est-à-dire que le côté tranchant est dirigé en fait vers lui. Donc ça lui permet d'uniquement blesser ses adversaires. Lui, la nouvelle génération, essaye de montrer que le kendo, l'art de manier le katana, n'est pas mort, mais qu'il est désormais possible de vivre en paix. Le développement du personnage et le dessin en général sont sympathiques, et le manga est agréable à lire. Je ne vous parle pas de l'anime car je ne l'ai tout simplement pas regardé. Sinon, petite anecdote, un des assistants de l'auteur de Kenshin le Vagabond était un certain Eiichiro Oda. Je sais pas si vous connaissez, je dis ça comme ça. Manga suivant, j'ai nommé Akira. Si vous aimez la science-fiction et tout ce qui est rétro, ça devrait vous plaire. Akira a été écrit entre 1982 et 1990 par Katsuhiro Otomo, et c'est un des pionniers parmi les mangas. Il fait vraiment partie des tout premiers mangas qui sont arrivés en France, et il a contribué à rendre le genre populaire. J'ai commencé à le lire parce que mon voisin de 45 piges m'a dit que je ne pouvais pas être un vrai fan de manga sans avoir lu Akira. Et je dois dire qu'il n'avait pas tort. L'histoire se passe dans un Tokyo fictif, presque apocalyptique, où plusieurs gangs de jeunes s'affrontent sur leur moto. Ils se retrouvent mêlés malgré eux à plusieurs programmes militaires visant à exploiter leur potentiel psychique pour en faire des armes. Donc tout devient hors de contrôle et une véritable société à part se crée dans une zone de non-droit, séparée du reste de la ville par des mouvements de terrain. Ce que j'aime dans Akira, c'est l'ambiance particulière qu'on y retrouve. Quand je lis ce manga, j'ai vraiment l'impression d'entrer dans un monde parallèle. À ce sujet, l'auteur a d'ailleurs dit, je cite, « Je voulais raconter une histoire qui se passe dans un Japon ressemblant à celui de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec un gouvernement contesté, un monde en reconstruction, des influences politiques extérieures, un avenir incertain et une bande de jeunes abandonnés à eux-mêmes qui trompent l'ennui à l'aide de poursuites en moto. » Akira reste une légende dans l'histoire du manga, et tu dois l'avoir lu au moins une fois dans ta vie pour te dire fan de manga. En plus, les tomes sont plutôt classe. Et quand on parle de classe, comment ne pas penser à Sunken Rock, un seinen d'exception écrit par Mujik Park, plus connu sous le nom de Boichi entre 2006 et 2016. Oui, c'est bien le dessinateur de Dr. Stone. Il a aussi dessiné le roman de Ace en manga, qui est incroyable, il faut le dire. Mais de quoi ça parle Sunken Rock?
Eh bien, on suit ici les aventures de Kitano Ken, un jeune japonais qui, au début, est un loser. Il déménage en Corée du Sud pour essayer de trouver son ami d'enfance, Yumin, tout en essayant d'intégrer la police coréenne. Malheureusement pour lui, il enchaîne les échecs, et un jour, il finit par intégrer la mafia en défendant un pauvre boutiquier. Ken intègre alors un petit gang dont il devient le chef et qui prend le nom de Sunken Rock. Au-delà des dessins et des scènes de combat qui sont des dingueries monumentales, le message de l'auteur est particulièrement intéressant. Il nous montre à travers son manga les travers de la société, la guerre, la corruption, la prostitution forcée par exemple, et on se retrouve dans une société où les gangs rivalisent et sont en concurrence pour acheter le soutien des politiciens qui, eux, deviennent des simples marionnettes corrompues. On finit par se demander de quel côté est le bien. Et au milieu de tout ça, il y a Ken, le personnage principal. Il évolue très rapidement grâce à sa force et à sa volonté, tandis que le noyau dur de son gang se soude très vite. Pourquoi ? Eh bien parce que malgré l'environnement néfaste qui l'entoure, Ken reste humble. Il continue de vivre dans un petit logement miteux pour étudiants et ne cherche pas particulièrement à se faire remarquer. Il aide les plus faibles et soumet son corps à un entraînement quotidien intense, car pour lui, notre corps est la seule chose qu'il possède vraiment. À cette mentalité s'ajoute l'immense talent de Boichi pour le dessin. Les gars ont des physiques de dieux grecs, tandis que pour les femmes, on va dire qu'il se fait bien plaisir. Donc faites attention si vous lisez Sunken Rock en public, vous pourriez vous retrouver dans des situations embarrassantes. Manga suivant, The Promised Neverland. Là, on change totalement de registre. Ce manga a été écrit entre 2016 et 2020 par Kaiju Shirai et dessiné par Posuka Demizu, sachant que Kaiju Shirai n'est qu'un nom de plume pour préserver l'anonymat de l'auteur. The Promised Neverland est un manga tellement unique dans sa structure que je n'arrive pas vraiment à le classer dans une catégorie précise. Déjà, chose assez rare, le personnage principal est une fille. Chose encore plus rare, elle est bien écrite. Bref, quel est le sujet de l'histoire ? Le scénario se focalise sur un groupe d'enfants qui vivent paisiblement dans un orphelinat coupé du monde. La vie est belle, ils habitent en communauté dans un grand manoir et sont éduqués par une mère adoptive qu'ils appellent tous maman. Les enfants passent régulièrement des tests de connaissances et de temps en temps, certains partent parce qu'ils sont adoptés. Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas l'air passionnant, je vous l'accorde. Mais, retournement de situation, plot twist, comme le disent les Amerlocs, Emma, Ray et Norman, les personnages principaux, découvrent que tout est faux. En réalité, ils vivent dans un monde entièrement contrôlé par des démons qui se nourrissent de viande humaine. Les enfants ne sont donc que du bétail de luxe destiné à la consommation. Mais comment nos héros vont-ils survivre dans ce monde hostile ? Ils ont sûrement des super pouvoirs, des capacités spéciales. Non, ils sont juste intelligents. Ici, l'auteur met plus en avant l'entraide et le travail d'équipe au sein d'une communauté. Il cherche à rendre son manga un minimum réaliste pour que le lecteur s'identifie plus facilement au personnage, et ce afin de donner un plus grand écho à son message. Parce que quand on lit entre les lignes, ce manga est très engagé. Je retrouve deux parallèles principaux avec notre monde actuel. Déjà, The Promised Neverland aborde avec brio la notion de vivre ensemble. En effet, les démons vivent dans des sociétés relativement développées, et ce sont des êtres complexes. C'est pas comme les orques dans le Seigneur des Anneaux où c'est juste des méchants qu'on tue comme ça. On se rend compte que tous les démons ne détestent pas forcément les humains, et cette confrontation est plus inscrite dans le système dans lequel vivent les protagonistes. Enfin, selon moi, le thème principal dans ce manga, c'est notre consommation de viande. Sauf que dans le cas présent, les humains sont la viande, et ils sont consommés par une espèce plus développée qu'eux, ce qui rend la chose bien plus marquante. Et là, on retrouve toute la panoplie de la production, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a la chasse, qui est très restreinte et insuffisante pour nourrir toute la population. C'est la même chose pour la viande de qualité, rare et uniquement accessible à ceux qui ont les moyens de se l'offrir. Donc la majorité se reporte alors sur la viande issue de l'élevage intensif, où les conditions de vie sont inhumaines, sans mauvais jeu de mots. Sans parler des laboratoires où toutes sortes d'opérations sont faites sur les enfants, et qui peuvent s'apparenter aux organismes génétiquement modifiés d'aujourd'hui. Voilà, tous ces problèmes sont très bien abordés, et en même temps, même en tant qu'amateur de bonne viande, je dois dire que ça m'a fait réfléchir. The Promised Neverland est un excellent manga, engagé et nuancé, que je vous recommande vivement.
Laissons à présent parler de nostalgie. Naruto, le premier manga que j'ai lu. Il se divise en deux parties, Naruto et Naruto Shippuden. Ce monument a été écrit entre 1999 et 2014 par Masashi Kishimoto, et il a développé le modèle typique du shonen. Naruto, c'est l'histoire d'un garçon sans talent et rejeté par son village qui, malgré tout, a un rêve et s'y accroche fermement. Naruto n'abandonne pas, il n'abandonne jamais. Pourtant, il fait face à des adversaires surpuissants et il connaît plusieurs fois la défaite, mais à chaque fois, il se relève. Sa détermination est plus forte que tout et il force le respect, si bien que tout le village caché de Konoha finit petit à petit par l'admirer et le respecter. Et c'est ce soutien de ses nouveaux amis qui fait la force de Naruto et qui le pousse chaque fois un peu plus loin. Tout cela fait de Naruto un personnage principal très inspirant. J'apprécie personnellement beaucoup le côté travaillé des combats dans ce manga. Même s'il n'est évidemment pas réaliste, on nous explique en détail tous les mécanismes physiques et parfois même chimiques des techniques utilisées par les ninjas. Et c'est vraiment un plus qui nous fait vivre les confrontations. J'aime aussi les émotions très fortes qu'on arrive à nous faire ressentir à travers le manga et surtout l'anime où les musiques sont légendaires. C'est sûr que vous les avez déjà entendues quelque part. Petit conseil, si vous regardez de l'anime, faites gaffe aux fillers. Ce sont des épisodes non tirés du manga qui n'apportent pas grand chose au scénario et qui sont souvent un petit peu lourds. Il y en a pas mal. Naruto est un manga légendaire qui fait partie du Big Three et je ne pouvais pas l'oublier sur cette liste. Maintenant, on ne peut aborder Naruto sans également penser à One Piece. C'est pour certains le manga ultime, et je pense qu'on peut légitimement dire que cette œuvre est la première qui vient à l'esprit des gens quand on leur parle de manga. One Piece est publié depuis 1997. Dites-vous que l'auteur, Eiichiro Oda, publie des chapitres toutes les semaines ou toutes les 2 semaines depuis 26 ans. C'est bon pour vous? On estime que ce gars est l'un des auteurs les plus riches au monde, et pourtant son histoire est tellement importante à ses yeux qu'il a continué, malgré les soucis de santé, à tenir son rythme de publication. Et rien que pour ça, respect. Ce qui fait la force de One Piece, selon moi, c'est son univers très riche et très varié. Il y a énormément de personnages différents et il est donc facile de s'attacher à certains d'entre eux. One Piece raconte l'aventure de l'équipage du pirate Monkey D. Luffy, personnage principal, à travers les mers en quête du One Piece, trésor inconnu laissé par le roi des pirates Goldie Roger. Chaque membre d'équipage a un rêve, un objectif qui le pousse à aller de l'avant et à suivre leur capitaine. Les intrigues sont denses et Oda aime bien raconter plein de petites histoires dans la grande, ce qui rend One Piece aussi divertissant. Luffy est l'incarnation de la liberté. Il voyage sur toutes les mers sans entrave et n'obéit qu'à son cœur. Et à son estomac, bien sûr. Je trouve que lire ou regarder One Piece, c'est apaisant, ça fait du bien. Et puis, le gars a quand même, au bras droit, un cuistot charreau qui serait français dans la vraie vie, et un épéiste alcoolique surpuissant. Si, avec ces arguments, on n'avait toujours pas envie de commencer One Piece, là, je comprends pas. On entre dans le top 5 avec du lourd, du très très lourd. Berserk, le manga le plus sombre du game. Tu ramènes Thanos dans Berserk, ça devient Thanos l'exploratrice. Le héros Guts évolue ici dans un univers fantastique médiéval où se mélangent grosses batailles rangées en armure et intrigues pour le pouvoir, humains et démons, magie et malédiction. Berserk, c'est l'histoire d'un homme et de sa quête. On suit la vie de Guts qui, il faut le dire, se prend malheur sur malheur. Imaginez tout ce qui pourrait vous arriver de pire, bah c'est son quotidien. Et là, au lieu d'abandonner, voire même de se suicider, il lutte. Il se bat pour garder son humanité malgré tout le harcèlement permanent de démons, ou tout simplement le pouvoir démesuré de ses adversaires. Guts vit à chaque instant un lourd combat mental. Au final, en le lisant, ça te fait pas mal relativiser. Personnellement, quand je lisais Berserk, dans ma tête j'étais The Black Swordman. J'avais un examen, je rigolais et je me disais « mais c'est rien ça ». Mon concierge allemand me demandait un papier administratif. Dans ma tête, j'analysais son corps pour trouver le meilleur moyen de le trancher avec mon épée géante. Ouais, bon là c'est peut-être moi qui ai un problème. Bref, l'univers de Berserk est plongé dans les ténèbres, il est sans filtre. On y voit tous les vices de l'humain, le viol, les carnages, le meurtre, la corruption et j'en passe. Berserk, c'est très violent. Donc, faites attention avant de commencer. Et là je ne rigole pas, il faut être un minimum solide mentalement pour lire ce manga. Mais si on nous parle que d'un monde horrible sans rien derrière, bah ça n'a pas trop d'intérêt.
Mais c'est là qu'interviennent Guts et ses compagnons. Leur combat contre le mal représente l'espoir. Même dans le plus noir des mondes, aussi longtemps qu'un homme, qu'une femme ou même qu'un elfe continue de se battre, l'espoir perdure. Et ici, le contraste qu'il forme avec son environnement est vraiment très inspirant. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle du scénario, mais regardez également ces planches magnifiques du maître Kentaro Miura. Les dessins transpirent le charisme, ils sont tout simplement monstrueux. Et si vous ne le saviez pas, cet auteur est malheureusement décédé en 2021, laissant son œuvre inachevée après 32 ans de publication. Cependant, ça ne doit pas être une raison pour ne pas commencer Berserk. Déjà parce que si vous le faites, vous rendez hommage à un grand artiste et à l'œuvre d'une fille finalement. Et en plus parce que la parution a repris. C'est l'ami d'enfance de Miura qui dirige les opérations avec tout ce que son ami lui a raconté du futur scénario. Et ce sont ses ex-assistants qui s'occupent du dessin pour un rendu pas trop mal, et plutôt fidèle à l'original. Voilà, Berserk c'est un classique, et sa réputation est loin d'être usurpée. Et là je vous vois venir. Quoi? Tu as mis Berserk seulement à la 5ème place? Comment peux-tu placer 4 mangas au-dessus de ce chef-d'œuvre? Ne vous inquiétez pas les amis. Les 4 mangas à venir sont des masterclass absolues, qui, objectivement, peuvent prétendre s'asseoir à la table de Berserk. Vous ne serez pas déçus par la suite. En 4ème place, au pied du podium, on retrouve un manga de pur samouraï, de Ronin. Plus qu'une épopée, c'est une véritable leçon de vie. Je veux bien évidemment parler du légendaire Vagabond, écrit depuis 1998 par Takehiko Nariai, plus connu sous le nom de Takehiko Inoue. On parle ici d'un seinen historique, c'est-à-dire que ce manga se base sur des événements et un contexte qui sont historiques. La plupart des personnages principaux ainsi que leurs faits d'armes sont réels. Ainsi, le personnage principal, Miyamoto Musashi, a bel et bien existé et est considéré comme une légende au Japon. On retrace ici ses aventures depuis la bataille d'unification du Japon à Sekigahara jusqu'à son duel ultime contre Kojiro Sasaki. Ce que j'aime ici, c'est le travail de documentation qui est fait en amont pour nous présenter de nombreux aspects de la société féodale japonaise du début de l'ère Edo. On la voit à la fois par les yeux de Miyamoto Musashi, qui nous fait découvrir le système de dojo spécialisé dans l'art du kendo, les différents daimyo et autres seigneurs locaux, les duels, ou bien même les difficultés que rencontraient les paysans de l'époque. Mais d'un autre côté, on voit aussi la perspective de Matahashi Oniden, ami d'enfance de Musashi, ambitieux mais dépourvu de talent et de volonté. Il nous montre la boisson dans les tavernes, la prostitution, mais aussi l'organisation rurale d'un village et l'importance des chefs de famille. Le développement de Miyamoto Musashi est très profond, et il est pour moi la raison du succès international de Vagabond. Il ne nous est pas juste présenté comme un épéiste invincible qui ne connaît ni la peur ni la douleur. Non, c'est un homme, comme vous et moi. On remarque ses difficultés, les obstacles qui se dressent sur sa route et les traumatismes qui le font ressurgir. Musashi se remet en question, il doute, il souffre mentalement et physiquement. Il est amené à changer sa vision de l'art du kendo en entrant en contact des plus grands maîtres. Ce personnage arrive patiemment à maturité à travers les épreuves qu'il rencontre. On peut suivre la création d'une légende. La narration est bluffante et les dessins, que dis-je, les œuvres à part entière sont d'une beauté à couper le souffle. Ce n'est plus un manga, c'est de la poésie. L'auteur vit son manga. Il endure les épreuves en même temps que son personnage et suit les mêmes remises en question philosophiques. C'est tellement bien écrit que je n'y vois que cette explication. Malheureusement, le rythme effréné de parution qui était imposé à Takehiko Inoue avec une telle qualité de manga a fini par le stopper avant l'arc final. On attend donc depuis patiemment qu'il s'en remette mentalement et physiquement. Il reviendra quand il le pourra. Entre Vagabond et Slam Dunk, on peut déjà le classer dans la catégorie des GOAT. Maintenant, avant d'entrer dans le top 3, petite mention spéciale à ma bande dessinée préférée. Nain. C'est une série de BD sur le monde fantastique des terres d'Aram. On y retrouve une série pour chaque civilisation qui y vit. Les elfes, les orques et les gobelins, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les nains. Ils sont divisés en 4 ordres principaux, représentant chacun une facette du monde nain. L'ordre de la forge, du talion, du temple et du bouclier. Chaque album est centré sur un personnage différent. On nous retrace des moments cruciaux de sa vie et le lecteur peut par la même occasion découvrir l'organisation complexe de la civilisation naine.
Il y a des punchlines incroyables, des combats sanglants et bien badass, mais aussi des luttes de pouvoir politique et économique, ainsi qu'une évolution du personnage principal qui est souvent poussé dans ses retranchements pour trouver sa propre voie. Les thèmes abordés par le prisme du héros fantastique sont on ne peut plus actuels. La famille, la fraternité, la discrimination, le sacrifice et j'en passe. Les dessins sont à couper le souffle. Cette BD est une pépite et je vous la recommande vivement. Il est temps de s'attaquer au podium. Vous l'attendez sûrement, le voici, un manga de vikings dont les vents du Grand Nord te hérissent de frissons. Encore une fois, il s'agit d'un seinen historique. Oui, j'adore ce type de manga, surtout avec une telle qualité de dessin et d'écriture. Vinland Saga est écrit depuis 2005 par Makoto Yukimura. On y suit l'histoire de Thorfinn, un jeune Islandais en quête de vengeance après l'assassinat de son père par des mercenaires danois sous le commandement d'Askeladd. Le manga se déroule au XIe siècle, en pleine apogée du royaume du Danemark. Les Danois contrôlaient alors la Suède, la Norvège et la Grande-Bretagne, tandis qu'ils avaient une forte influence sur l'Islande et les colonies du Groenland. Les personnages sont badass et charismatiques. Thorkel le Grand, par exemple, est une sorte de dieu de la guerre. Il semble invincible et est addict au combat. Ce gars est un malade mental. À un moment, on apprend que la ville de Londres ne tombe pas face aux envahisseurs. Pourquoi ? Eh bien, Thorkel avait peur que la guerre se termine trop vite. Donc il a changé de camp, pour que ça dure plus longtemps. Mais bon, rassurez-vous, Vinland Saga est loin de se résumer uniquement par des combats. Des sujets profonds y sont abordés, comme la légitimité de la guerre et de la violence, avec tout ce qui en découle, et ce dans un contexte de christianisation progressive du Grand Nord, région aussi violente que cruelle. J'apprécie aussi beaucoup le personnage d'Askeladd. Il apporte de la nuance au manga et nous permet de prendre du recul par rapport aux combats et aux événements en général. Il y a un moment que j'apprécie particulièrement, c'est quand il s'apprête à tuer un Saxon et que ce dernier lui dit qu'Askeladd et ses hommes sont des bêtes sauvages. Et là, ce dernier le remet à sa place en lui faisant un cours d'histoire. De base, ce sont les Celtes qui vivaient sur le territoire de l'Angleterre. Puis, les Romains les ont envahis et ils ont cohabité. Cependant, à la chute de l'Empire romain d'Occident, ce sont les Anglo-Saxons qui sont arrivés. Et cette fois, ils ont massacré les Celtes et les ont chassés vers des terres plus hostiles. Donc, finalement mon ami, l'invasion danoise, c'est juste le karma pour ton peuple. Pourquoi je vous parle précisément de cette scène ? Eh bien c'est pour vous montrer que derrière ce manga, il y a un gros travail de recherche historique pour rendre Vinland Saga le plus fidèle possible à la réalité de l'époque. Que ce soit au niveau de la culture et du mode de vie des peuples présents dans l'histoire, ou bien par souci de cohérence en reprenant des personnages ayant réellement existé. L'auteur s'est d'ailleurs rendu en Islande avant de commencer l'écriture pour en apprendre plus sur cette période. Tout cela nous permet d'être totalement immergés dans Vinland Saga, et ça décuple la force des messages qu'on veut nous transmettre. Lisez Vinland Saga, regardez Vinland Saga, vous ne serez pas déçus. Pour le top 2 de cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un monument du manga. Il est publié depuis 1986 et pourtant il est au sommet de sa popularité. JoJo's Bizarre Adventures. Ce manga se divise en plusieurs parties indépendantes mais liées entre elles, toutes écrites par le génie Hirohiko Araki. Le scénario suit le destin de la famille Joestar à travers les générations. Chaque partie du manga est focalisée sur un de ses membres dont le prénom comporte Jo, ce qui donne JoJo comme initiale. On compte aujourd'hui 8 parties terminées et une 9e qui vient de commencer il y a une semaine au moment où j'écris cette vidéo. Oui, malgré son âge, 63 ans, Araki est inarrêtable. Dans JoJo, les personnages principaux sont toujours très bien développés avec leur propre motivation et leur caractère qui change beaucoup d'un protagoniste à un autre. Les choix de l'auteur sont souvent très originaux, mais il est surtout imprévisible. Je ne peux pas vous citer d'exemples au risque de vous le spoiler, mais si vous aimez les retournements de situations inattendues, JoJo vous plaira. Ce qui est bien dans JoJo, c'est qu'Araki n'a aucun filtre, ni tabou, ce qui fait que l'univers de JoJo est très dense et varié. Et ce qui explique que le manga reste toujours aussi populaire après tant d'années de publication, c'est sa capacité de renouvellement. JoJo évolue constamment d'une partie à l'autre, et l'auteur ne se fixe pas de limites à ses envies et à son imagination. Il trouve trop de limites aux techniques d'un système de combat ? Il en crée un autre pour la partie suivante. Il est capable de passer d'une ambiance roman policier dans une petite ville japonaise à une partie sur la mafia italienne sans difficulté.
Quand on parle d'évolution, c'est aussi valable pour le dessin. On entend souvent parler d'un style JoJo, mais c'est faux, parce que forcément en 37 ans de publication, on peut changer de style comme c'est le cas ici. Si on compare deux dessins des parties 2 et 7, qui ont été écrites à 15 ans d'intervalle, ça n'a rien à voir. Enfin, si vous n'aimez pas le style de dessin, ce que je peux comprendre, allez voir l'animé. L'animé JoJo's Bizarre Adventures est juste incroyable. Et c'est d'ailleurs mon animé préféré. Contrairement à d'autres animés, il est parfaitement fidèle au manga, très qualitatif, et les scènes mythiques du manga sont parfaitement transposées, avec en arrière-plan des musiques incroyables que vous avez forcément déjà entendues, même sans connaître l'animé. Et puis, évidemment, il y a les JoJo références. Araki adore s'inspirer de groupes de musique en tout genre pour nommer ses personnages. On retrouve par exemple un français. Son nom ? Jean-Pierre. Polnareff bien sûr. Je m'appelle Jean-Pierre et je rêve de vous offrir un verre. En fait, je suis de passage et si vous le voulez, je pensais qu'on aurait pu tous les deux essayer d'être passage aussi, vous voyez ce que je veux dire? L'auteur est aussi un grand fan de mode et il s'amuse à retranscrire les poses qu'il trouve dans des magazines sur ses propres personnages. Ce sont les JoJo poses. Tous les fans essayent de trouver les références et finalement, tout est une JoJo référence. J'adore ce manga, j'adore cet animé. On voit qu'Araki se fait plaisir sur l'écriture et on s'attend jamais à ce qui arrive et c'est toujours incroyable. J'ose le dire, JoJo's Bizarre Adventures, c'est la perfection. On arrive au top 1, mon manga préféré. Bon, vous avez vu le nom de la chaîne, il n'y a pas trop de surprise, il s'agit bien évidemment de Kingdom. Alors oui, avant ça, j'ai déjà dit que JoJo c'était la perfection. Mais Kingdom, c'est au-delà de ça. Kingdom est écrit depuis 2006 par Yasuhisa Hara. Ce manga nous propose de suivre les aventures de Shin, un jeune esclave chinois à l'époque des royaumes combattants. Hara nous replonge 2300 ans en arrière, dans une Chine divisée entre plusieurs états qui se livrent des guerres en permanence. Le pouvoir se trouve alors principalement dans l'armée et dans la diplomatie. Voilà le contexte. Le protagoniste Shin est orphelin de guerre et esclave au début du manga. Il part donc de la position la plus basse dans la société, mais il n'a pas l'intention d'y rester. Shin veut devenir un grand général sous les cieux. Il est vite amené à croiser la route d'Eisei, roi en exil de l'état de Qin. Ce dernier est pourtant au moins aussi ambitieux que Shin. Il veut unifier la Chine par la force sous sa souveraineté. C'est par le biais de ces deux personnages que l'on découvre les deux domaines principaux du manga. Avec Eisei, le lecteur est plongé dans la politique, aussi bien interne avec les luttes de pouvoir entre factions qu'externe avec la diplomatie et relations entre États chinois. Et là, l'auteur nous fait rentrer dans une autre dimension, avec des personnages ultra charismatiques qui te mettent des coups de pression de dingue. Enfin, Shin nous entraîne sur les champs de bataille. Et là encore, c'est une masterclass. On assiste à des batailles rangées à plusieurs centaines de milliers de soldats dirigés par des généraux avec une prestance incroyable. Ce qui est fort, c'est qu'Hara arrive à nous faire ressentir le combat à tous les étages. Tantôt nous sommes au plus près des soldats avec toutes les émotions qu'ils peuvent ressentir, la haine, la rage, la peur. Et tantôt on revient à l'échelle macro, avec le point de vue d'un général. Les généraux sont d'ailleurs l'élément clé pour le dénouement d'une bataille. Ce sont leurs décisions qui peuvent en faire changer le cours. On observe alors plusieurs types de généraux. Certains, stratégiques, ordonnent des manœuvres parfois audacieuses, suivant une technique bien précise pour arriver à leur fin. D'autres, plus instinctifs, se jettent dans la mêlée, chargeant à la tête de leurs soldats sur leur destrier, découpant les ennemis à l'aide d'une kondao de 50 kg. Ouais, c'est badass. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les dessins n'ont rien à envier aux meilleurs dessinateurs du milieu. Chose assez rare pour être mentionnée, les quelques personnages féminins qui émergent au sommet de cette société plutôt masculine sont aussi intelligents que dangereux. Leur écriture est une vraie réussite. Kingdom, c'est aussi un manga nuancé qui nous montre les horreurs de la guerre. Vu que le manga se veut un minimum réaliste et s'inspire de faits historiques avec des personnages ayant réellement existé, il n'y a ni gentil ni méchant, mais seulement des adversaires ayant chacun leur raison pour se combattre. Si comme moi vous aimez l'histoire et les mangas et que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, Kingdom est fait pour vous. Kingdom fait un carton au Japon, mais il est bien trop sous-coté en France, et c'est en partie pour le faire connaître que j'ai lancé cette chaîne. Lisez Kingdom. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je m'aperçois qu'elle va être un peu longue vu tout ce que j'ai écrit. J'espère qu'elle vous aura quand même plu,
et que je vous aurais donné envie de lire ou de regarder un de ces mangas. Et bien sûr, cette liste est incomplète. Il me reste encore beaucoup de choses à lire et il y a moyen que je fasse une partie 2. Mais n'hésitez pas à partager votre liste, votre propre liste justement, en commentaire. Encore merci pour votre soutien sur la chaîne, ça me fait très plaisir et c'est ça qui me donne envie de continuer les vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo Kingdom.